Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le Grand Journal, l'édition phare de Swag Radio, une plongée au cœur de l'actualité mondiale, avec rigueur, clarté et engagement. Depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Herley, Tidorelas, pour présenter le Grand Journal. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude. Alexa, open Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que l'Iran pourrait être anéanti en une nuit, et que cette nuit pourrait être celle de mardi. Donald Trump a fixé à mardi 20h l'échéance pour que l'Iran conclue un accord et rouvre le détroit d'Ormuz. Il a également indiqué que les négociations avec Téhéran par l'intermédiaire de médiateurs se déroulaient bien. M. Trump a déclaré à plusieurs reprises que Washington avait gagné la guerre contre l'Iran, mais de nombreux experts américains estime que le président est en train de perdre le conflit, malgré l'avantage militaire écrasant des États-Unis et Israël sur l'Iran. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Le président américain Donald Trump a célébré sa victoire à la Maison-Blanche lundi après que la mission de sauvetage américaine a récupéré un pilote et un membre d'équipage d'un avion de chasse F-15 abattu par l'Iran vendredi. L'opération a résulté non seulement dans la perte de cet avion de chasse, mais aussi dans celle d'un avion Warthog, et Donald Trump dit que les États-Unis ont aussi détruit 2 de leurs avions cargo durant l'opération de sauvetage, et plusieurs hélicoptères américains ont aussi été endommagés ou détruits. Mais Donald Trump dit que cet incident est néanmoins un succès. Les 2 membres de l'équipage qui se sont éjectés de l'appareil ont atterri vivants sur le sol iranien. J'ai alors eu à prendre une décision immédiatement. J'ai ordonné aux forces armées américaines de faire le nécessaire pour ramener nos braves soldats à la maison. C'était une décision risquée parce que nous aurions pu terminer avec 100 morts au lieu d'1 ou 2. Ce fut une décision difficile à prendre. Mais dans l'armée américaine, nous n'abandonnons aucun Américain. Nous ne faisons pas cela. Cet incident ne change guère la dynamique générale de cette guerre. Selon M. Trump, des négociations sont en cours, mais peu de détails ont filtré. Il a fixé un délai jusqu'à mardi 20h, heure de Washington, pour la réouverture complète du détroit d'Ormuz, faute de quoi les États-Unis attaqueraient des centrales électriques civiles et des ponts à travers l'Iran. Or, attaquer des centrales électriques civiles pourrait constituer une violation du droit international. Les détracteurs affirment que la gestion de la guerre par Donald Trump est erronée et imprévisible. Le président Trump semble déterminé à pousser la théorie du fou à son paroxysme, en démontrant qu'il n'y a pratiquement aucune ligne rouge, aucune limite à ce qu'il est prêt à faire pour atteindre cet objectif. Il semble aussi assez furieux en raison du fait que cette guerre qui en est à sa 6e semaine n'a pas été aussi propre et facile que ce à quoi il s'attendait au départ. Et il s'agit d'une guerre qui a commencé comme une guerre de choix. Mais elle s'est désormais transformée en une guerre de nécessité. Car sans la réouverture du détroit d'Ormuz, ce goulet d'étranglement crucial, le président n'a aucun moyen de présenter cela comme une victoire. Plus le détroit reste fermé et plus les prix du pétrole restent élevés, plus la guerre devient une gêne politique pour le président Trump sur le plan intérieur. L'Iran a rejeté le plan de paix proposé par les États-Unis et a fait part de sa réponse par l'intermédiaire du Pakistan. Dans un document en 10 points, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaili Bagaï, a déclaré que Washington avait perdu toute crédibilité diplomatique en raison de ses antécédents en matière de lancement d'attaques pendant la négociation de paix. Écoutons un extrait de sa déclaration. La raison pour laquelle nous n'acceptons pas de cessez-le-feu repose sur notre expérience passée. Un cessez-le-feu signifie un bref répit, permettant à l'autre partie de renforcer ses forces et de commettre davantage de crimes par la suite. Aucune personne raisonnable ne ferait cela. Notre demande est de mettre fin à cette guerre imposée et de veiller à ce que le cycle des cessez-le-feu et de la guerre ne se répète pas. Esmail Bagaï a déclaré également que la récente opération américaine visant à secourir un pilote de chasse abattu dans la province centrale d'Ispahan pourrait être une opération de diversion destinée à voler l'uranium enrichi de l'Iran. Il a indiqué que l'opération américaine s'était soldée par un échec total. Donald Trump estime, lui, que la proposition de paix en 10 points de l'Iran constitue une avancée significative, mais qu'elle n'est pas suffisante. Menace de Donald Trump contre l'Iran. Alain Bauer appelle à la prudence face à plusieurs trompes. La récente déclaration de Donald Trump à l'encontre de l'Iran suscite de vives réactions sur la scène internationale.
Entre rhétorique musclée et stratégie politique, les propos de l'ancien président américain inquiètent autant qu'ils interrogent pour Alain Boer. Professeur émérite de criminologie, il est essentiel de ne pas analyser ces menaces de manière univoque. Écoutons Alain Boer sur BFM TV dans ce grand journal. Boer, je résume. Ultimatum jusqu'à demain, 20h heure de Washington. À 20h, Trump dit on détruit tout, toutes les centrales électriques, tous les ponts, et on fait ça en 4 heures. Qu'est-ce que vous faites ce soir de cette menace-là ? Moi, je crois toujours Donald Trump jusqu'au moment où il annonce un délai, une remise, le fait qu'il y ait de nouvelles négociations, qu'il s'est produit quelque chose ou pas. Car chaque fois qu'on a expliqué que Donald Trump reculait, il a avancé. Chaque fois qu'on a dit c'est maintenant, il a fait l'inverse. Et donc, l'immense prudence, car comme je le rappelle souvent dans le livre que vous avez parlé tout à l'heure, il y a plusieurs Donald Trump. Il faut faire attention à ne pas se tromper de celui qui vous parle. En fonction du public, du moment de sa vie, etc. été gentil, aimable, il a dit aucun gros mot, il était parfaitement stable. Comme le premier Donald Trump, casquette rouge. Le deuxième Donald Trump, casquette blanche, au début de la guerre, était déjà un peu plus haut. Et celui d'hier, avec les gros mots et les grossièretés diverses, c'était... Ouvrez ce putain de détroit, pardon, à bande de bâtards tarés. C'est du Trump dans le texte hier. Dans le texte. Et c'est l'autre Trump. Et donc, vous avez la totalité des options Trump. 1, 2, 3, appuyez sur le bouton, en fonction. Donc là, je vous pose la question différemment. Comme il en est à son 1, 2, 3, 4e ultimatum. Absolument, il l'a repoussé 3 fois. J'en ai pas oublié. Plus le premier, ça fait 4. Voilà. Donc on en est au 4e et je ne crois pas qu'il ait d'option depuis d'en faire un nouveau. Pourquoi ? D'abord parce qu'il vient de récupérer sa base MAGA et que donc ça marche. Deuxièmement, parce qu'il a désormais la possibilité de dire maintenant j'ai tout essayé, je frappe très fort. Ensuite, parce que les Israéliens l'ont convaincu, semble-t-il aujourd'hui, que le système était vraiment en train de craquer. Et pour la première fois, il y a eu un papier sur, j'amène toujours mes petits paplards, comment la guerre avec l'Iran se termine, qui est l'analyse que font nos amis de Jérusalem sur, voilà exactement ce qui est en train de se passer. 1, le soutien du régime est faible. 2, il y a une légère débandade en bas. Et 3, on continue à détruire les cadres du haut. Alors, je crois que je vous ai envoyé un petit tableau avec des très jolies croix qui sont faites par nos amis. Vous voyez que effectivement la phase 1, qui était l'élimination de la ligne première de commandement réalisée, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est ce qui se passe en fait en province, dans les décentralisations, les 31 régions de la politique mosaïque ou de la défense mosaïque, et dans le nombre d'informations qui arrivent aux Israéliens et à la CIA pour réaliser des frappes extrêmement ciblées dont on ne parle quasiment jamais, parce qu'ils sont que des deuxièmes et des troisièmes niveaux de direction. Nous restons toujours dans la guerre en Iran. Emmanuel Razavi, l'Iran est spécialiste de la guerre asymétrique. Le journaliste et grand reporter Emmanuel Razavi met en lumière une réalité stratégique majeure. L'Iran s'impose aujourd'hui comme l'un des acteurs les plus expérimentés dans l'art de la guerre asymétrique. Une approche qui lui permet de rivaliser avec des puissances militairement supérieures, notamment les États-Unis et leurs alliés. Écoutons un extrait dans ce grand journal. On est déjà en fait dans un conflit, des bombardements qui sont extrêmement sévères. L'aéroport de Mehrabad, c'est à la fois en fait un sas de sortie et d'entrée, vous imaginez, pour des avions en fait iraniens, y compris en fait des avions en fait de transport logistique et parfois d'avions étrangers. Il faut pas oublier en fait que l'Iran quand même, elle est soutenue aussi logistiquement en matière de technologie en fait par des pays comme la Russie, et donc il leur faut des accès en fait aériens pour pouvoir des aéroports pour pouvoir en fait amener en fait cette aide à l'Iran qui se restreint de toute façon encore une fois de plus en plus. J'insiste vraiment là-dessus, Romain, parce que encore une fois on a pu entendre ces derniers jours ci et là que l'Iran avait presque le dessus par rapport à Israël en fait et les États-Unis. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Les Iraniens, ils sont spécialistes de la guerre asymétrique. Aujourd'hui, ils vont tout faire de toute façon pour utiliser la géographie, à commencer par le détroit d'Ormuz, qu'ils bloquent en très grosse partie pour créer en fait les conditions d'une crise économique à travers le monde. Mais globalement, c'est un État qui est extrêmement abîmé. Vous vous rendez compte, et vous le savez comme moi en tant que journaliste, on ne fait pas appel à des miliciens en fait étrangers. Ils vont recruter quand même en Irak des miliciens. On ne recrute pas non plus des enfants soldats quand on est un État qui est capable en fait de résister à une grande puissance. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui va se jouer dans les prochains jours.
Des experts craignent que Donald Trump commette des crimes de guerre s'il met ses menaces de se mettre à exécution en Iran. Des attaques contre des infrastructures civiles, ponts, centrales électriques, seraient-elles contraires au droit international? Raphaël Drouin s'est penché sur la question. Écoutons un reportage signé Radio-Canada dans ce grand journal. À Téhéran, il ne reste que des décombres de cette université touchée par des frappes vendredi. Selon les autorités, plus de 60 étudiants y sont morts. Depuis le début de la guerre, des hôpitaux, des écoles, des ponts, des infrastructures pétrolières ont été frappés. Et le président américain menace d'aller encore plus loin. C'est inquiétant parce que, évidemment, ça peut mener à de telles attaques, mais aussi parce que le droit de la guerre, donc le droit humanitaire, doit venir des plus hauts placés. Cette indifférence de Donald Trump face au droit international n'est pas nouvelle. Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing, my own morality. I don't need international law. I'm not looking to hurt people. Pour cette experte, les attaques invoquées par l'administration américaine ces derniers jours constituent des crimes de guerre. Mais la règle est simple. Les biens qui sont des biens civils, donc qui servent à la population, ne doivent pas être l'objet d'attaques. Jeudi, plus de 100 experts du droit international ont publié une lettre ouverte. L'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février était une violation flagrante de la Charte des Nations unies, selon eux. C'est à l'étude, on est préoccupé, on pense qu'il peut s'agir de crimes de guerre. Encore faut-il bâtir le dossier, le démontrer. En 2024, 4 responsables militaires russes ont été inculpés pour des frappes systématiques contre le réseau électrique en Ukraine. Mais ni les États-Unis, ni l'Iran ou Israël ne sont membres de la Cour pénale internationale, ce qui les rend pour le moment hors de portée. Des poursuites contre Donald Trump à court terme, c'est implausible, c'est presque impensable. À plus long terme, parfois, la justice peut se rendre même à des gens très puissants comme ça. D'ici là, ces expertes insistent sur l'importance de dénoncer la situation. Et Amnesty demande donc à tous les États, comme le Canada, de jouer leur rôle et de demander, d'exercer les pressions qu'il faut. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal. De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, on est avec deux styles, Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, Alexa Open Swag Radio, pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24, passez la commande Alexa chez vous. Allez, info sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News, info à la vitesse de la lumière, sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'info. Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne sans limite au 2-19 Main Street Everett, chiffré le 6-17, 2-14-14-25, Brothers Café Créole, la bonne cuisine, et elle est sans limite. ONU, toute attaque contre les infrastructures civiles iraniennes constitue une violation claire du droit international. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que toute attaque contre les infrastructures civiles iraniennes constituait une violation flagrante du droit international. Il a répondu ainsi aux questions des journalistes concernant les menaces du président américain Donald Trump de bombarder des ponts et d'autres infrastructures en Iran. Écoutons la déclaration de porte-parole du secrétaire d'État des Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies, pardon. Le secrétaire général s'est exprimé très clairement sur les questions relatives au droit international et il exhorte une nouvelle fois toutes les parties à respecter leurs obligations concernant la conduite de ces hostilités. Il rappelle également que les infrastructures civiles, y compris les infrastructures énergétiques, ne peuvent faire l'objet d'attaques, même si certaines infrastructures civiles devaient être considérées comme des objectifs militaires. Le droit international humanitaire interdirait tout de même les attaques contre celles-ci si elles risquaient de causer des dommages civils excessifs et collatéraux. Le porte-parole a réitéré la déclaration du chef de l'ONU appelant les parties à mettre fin au conflit, soulignant qu'il n'existait aucune alternative viable au règlement pacifique des différends internationaux. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a affirmé que le bombardement de centrales électriques iraniennes constituerait un crime de guerre. Il a ajouté que toute attaque visant des infrastructures civiles, y compris les installations énergétiques,
était illégale et inacceptable. Nous irons au Yémen. Abdullah Al-Nami, haut responsable Houthi, a déclaré à CGTN que Sanaa pourrait fermer le détroit de Bab el-Mandeb si les tensions entre Washington et Téhéran s'intensifiaient. Ce détroit est le seul point d'accès à la mer Rouge depuis l'océan Indien. Il s'agit d'un goulet d'étranglement stratégique pour le pétrole et le gaz naturel par où transiterait environ 12% du commerce maritime de pétrole et 8% du commerce de gaz naturel liquéfié avant la guerre en Iran. Écoutons sa déclaration dans ce grand journal. Si l'ennemi intensifie le conflit ou si d'autres parties se joignent aux États-Unis pour les soutenir, alors Bab el-Mandeb pourrait être entraîné dans le conflit. Si Bab el-Mandeb est impliqué, cela signifie que le monde se dirige vers une catastrophe de très grande ampleur. Bab el-Mandeb est un levier de pression essentiel. L'Axe ne peut pas y renoncer. Ici au Yémen, nous mettons en garde les États-Unis contre toute escalade susceptible d'entraîner Bab el-Mandeb dans le conflit. Si Bab el-Mandeb entre dans le conflit, ce sont d'abord les États-Unis et Israël qui en pâtiront, mais le fermer ou l'utiliser comme moyen de pression n'aura pas d'impact uniquement sur eux. Cela affectera toute la région et peut-être même le monde entier. Nous ne voulons pas que la guerre s'étende. Nous espérons que ce ne sera pas le cas, mais si l'ennemi veut une escalade, nous sommes prêts. La guerre au Moyen-Orient, les entreprises chinoises se relocalisent en Afrique. Face à l'escalade des tensions et à l'instabilité persistante au Moyen-Orient, de nombreuses entreprises chinoises accélèrent leur stratégie de relocalisation vers le continent africain. Une tendance qui illustre à la fois les bouleversements géopolitiques en cours et le repositionnement stratégique de Pékin sur l'échiquier mondial. Le reportage est signé Africa News dans ce grand journal. Les entreprises logistiques chinoises réduisent progressivement leurs activités au Moyen-Orient en raison de la guerre dans la région. Cette instabilité géopolitique entraîne une forte hausse des tarifs de fret. Compte tenu de l'évolution du conflit au Moyen-Orient, notre présence commerciale dans la région va continuer de diminuer. Nous allons désormais concentrer davantage nos ressources sur les liaisons vers l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et les Amériques, en redéployant notre personnel vers d'autres pays. Sur les autres axes, États-Unis, Europe, Amérique du Sud et Asie du Sud-Est, les tarifs de fret ont augmenté de 10 à 20%, voire davantage, que ce soit par avion, par voie maritime, en raison de la hausse des surcharges de carburant. Entre fin février et début avril, les prix ont été multipliés 4 ou 5 fois en un seul mois. Les expéditeurs locaux et les entrepreneurs du e-commerce préparent désormais leurs marchandises beaucoup plus tôt et les stockent plus longtemps qu'auparavant. Avec la demande actuelle, beaucoup de nos entrepôts en Amérique du Nord sont désormais saturés. La fermeture du détroit d'Ormuz perturbe fortement les échanges commerciaux entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Direction le Salvador, procès de masse au Salvador. Les familles craignent que les justes paient pour les coupables au Salvador. Les procès de masse sont en cours contre quelques 91 300 personnes détenues en vertu du régime d'urgence imposé par le président Nayib Bukele il y a 4 ans dans le cadre de sa guerre contre les gangs. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Les procès de masse se multiplient au Salvador, où près de 91 000 personnes sont détenues sous le régime d'exception mis en place il y a 4 ans par le président Nayib Bukele dans le cadre de sa guerre contre les gangs. Ces dernières semaines, la justice salvadorienne a accéléré les audiences simultanées avec des centaines d'accusés jugés en même temps, une méthode qui permet au parquet général d'atteindre ses objectifs de 3 000 inculpations au cours du premier trimestre de l'année 2026. Mais la méthode est dénoncée par les avocats et les familles qui craignent que des innocents soient condamnés à tort. Entonces, para mí es una preocupación, pues, porque uno no sabe con qué clase de personas son, si tienen crímenes y ahora, pues, uno por otro va a pagar, entonces creo que no es justo, ¿verdad? De récentes réformes de la loi sur le crime organisé n'individualisent plus la responsabilité pénale et ont supprimé l'audience d'examen des preuves. Des mesures que critiquent les opposants qui estiment désormais que les procès sont devenus des usines à condamner en masse.
Les ONG dénoncent 500 décès en prison, des tortures et des milliers d'arrestations d'innocents dans le cadre de l'état d'exception permettant l'intervention des forces de l'ordre sans mandat judiciaire. Pourtant, le président Nayib Bukele, qui contrôle tous les pouvoirs de l'État, jouit toujours d'une grande popularité pour avoir mis fin à la terreur des gangs dans le pays. En Haïti, la police et les avocats impliqués dans un vaste réseau mafieux de spoliation des biens de la diaspora, une affaire aux ramifications inquiétantes, secoue actuellement Haïti. Les autorités judiciaires ont procédé à l'arrestation de plusieurs individus, dont des policiers et des avocats accusés d'appartenir à un réseau mafieux spécialisé dans le vol et la spoliation des propriétés appartenant à des membres de la diaspora haïtienne. Écoutons les détails dans ce grand journal. Ça passe, M. Marion, au point de victoire? Actuellement, là, comme le gouvernement fait par l'autre, en juillet, finalement, pour se rétablir la soirée en opposition. Et actuellement, là, l'autre la baille que, actuellement, la soirée en opposition là. Et tout le monde nous est là, comme le gouvernement fait par l'autre, doit arrêter. Et je dis à toute la soirée, tout le pays, nous prêts pour nous supporter, et puis acheter bien avec peuple. Donc, des papiers, non, mais, c'est pas Magouille, M. Marion, M. Franzinel Fou, M. Sibolman, nous prêts pour l'accompagner, les bébés de papier. C'est une raison de dire que bon réseau. Marcher pour les caïmouns, c'est pour se démontrer de bien. Et actuellement là, nous devons faire toutes les passions pour déposer plainte. Nous avons arrêté du série. Et actuellement, on a arrêté tout le monde. Et nous, policiers là-dedans. Et tout le monde, aller ne pas qu'à Port-au-Prince. Aller ne pas qu'à Port-au-Prince. Pour que, par terre, comme c'est le fait suivi, pour les millions. À le juger qu'on doit juger parce que l'espoir va qu'après-ti dans le pays à l'économie. L'espoir va qu'après-ti sans tourner. Grâce dans les gens, et puis on va qu'après-ti pour matin, déposséder au début. Et bien nous-mêmes, nous, ça va passer. Quel que soit le monde qui dans le réseau, ça nous dit, ok. Et très bientôt, on a vu sur tout net. Faut que diaspora vienne vivre au pays. Faut que diaspora rentre la caillou. Parce que les diaspora finissent dans le pays blanc. Ils veulent venir pour la recette, ils doivent rentrer dans le pays. Mais les gars, tu vas rentrer. Les gars, engagés. Avec les gars, nous avons tout bien, les gens disent. Parce qu'elle a commencé, nous disons avant commissaire gouvernement. Nous disons avant ministre justice à vous sécuriser des autres. Et bien, ouais, bah ouais. Toute bagaille, après, non, normal. Merci là. Nous ne pouvons pas si à fermer ou pas fermer. Nous-mêmes, nous devons invitation à tout le monde, nous dédicacer ça. Son ensemble d'avocats, juges, commissaire gouvernement, qui est là-dedans. Nous mettons tout ensemble pour accaparer bien la soirée. Et bien, nous devons faire le nécessaire. Nous devons porter plainte de tous côtés pour nous être capables de faire la soirée établie dans la possession. Et bien, je dis à diaspora. Vous avez gouvernement, by l'ordre. Et bien actuellement, là, nous avons pris l'image, mes amis. Mais nous, tout avocats là. Et n'a pas ajouté pour me dire que je dis, ça qui passe, c'est un bien pour la République. Parce que les commissaires du gouvernement, les bons groupes et malfaiteurs qui associent ensemble pour prendre bien moun, entraîner dans moun. Depuis on déjà pour la partie, ils font mois dehors, les gens associés, ils entrent dans le cas là. Mais je dis, ministre justice à travers circulaire là, il te dit clair. Parce que là on est à entrer dans Kaimoun comme ça. Rentrer dans Kaimoun, ça c'est trouble à la paix publique. Mais le commissaire du gouvernement lui-même il est là pour lui rétablir la paix publique. Lui-même en tant que représentant de l'État, il est là pour rétablir la paix publique. Les ensemble de nègres, spoliateurs ça, accaparer ça nègres ça capable accaparer Kaimoun. Il a troublé la paix publique. Mais dans la politique gouvernement, il te dit faut qu'il garantit sécurité bien moun, faut qu'il garantit et propriété. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 7 avril 2026. Couleur du temps pour ce aujourd'hui. Température maximum de 43 degrés Fahrenheit est attendue en journée.
tandis que le minimum descendra à 29 degrés Fahrenheit durant la nuit. Le ciel restera nuageux le matin avec des averses de pluie prévues entre 8h et midi. Des éclaircies partielles sont possibles en début d'après-midi avec le retour d'un risque d'averse. Vers 3h, la probabilité de pluie est élevée à environ 65% pendant la journée. Le ciel devrait se dégager en soirée. Le vent soufflera principalement du nord à environ 11 miles par heure. Le taux d'humidité sera assez élevé, avoisinant les 75% pour ce aujourd'hui. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Torelas depuis le studio de Swag Radio dans la capitale et grande école du monde. Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24h sur 24. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude en air avec du style. Et pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, sans bavure, info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. Votre référence en matière d'info, c'est l'affaire de P-News. Brothers Café Creole, délicieux sur la bonne cuisine haïtienne, sans limite à Brothers Café Creole, au 299 Main Street, Everett. Chiffrez le 677 294 14 25. Allez, joyeux mardi. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.